Nous sommes toujours avec nos invités Samir Ouro-Sama, Joa Komitalake et lui Kamako. On parle toujours de la Tunisie et de ces élections boycottées par l'opposition. On parle d'un échec là-bas pour le président Kais Saïd. Alors Samir Ouro-Sama proposait des mécanismes pour éventuellement destituer le président de la République tunisienne. Samy, on vous retrouve. Je pense que la première phase va consister, et je pense que c'est le défi majeur pour les institutions de ce pays-là, la Tunisie, c'est de voir véritablement à l'issue de ces élections-là, bon, on parle de premier tour, de ces élections-là, de voir véritablement est-ce que le taux de participation est un élément déterminant pour permettre à ce que ces élections soient validées. Donc il reviendra je pense au Conseil constitutionnel de ce pays-là de véritablement valider ou non les élections législatives par rapport au corps électoral tunisien. La deuxième phase va consister également si il arrivait que ces élections sont validées par les différentes instances qui participent à la gestion des élections de ce pays, c'est de voir dans quelle mesure avec tous les pouvoirs qui se sont arrogés, je parle du président de la République, c'est de voir quels sont les mécanismes qui peuvent être déployé notamment pour sa destitution. Je pense que la Constitution organise dans quelles conditions on peut destituer un président, quelle est la procédure à suivre. Est-ce qu'il faudrait peut-être par exemple que les partis politiques de l'opposition lancent une pétition pour que les populations signent des pétitions et qu'ils récoltent un nombre suffisant qui est réglementé par la Constitution et qu'ils puissent introduire une demande auprès ou une requête auprès de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel de ce pays-là et que la procédure de destitution du président puisse être déclenchée. Je pense que toutes les voies sont ouvertes pour permettre à ce que ce pays-là retrouve sa sérénité, surtout que les Tunisiens puissent vivre dans de bonnes conditions économiques. Alors, Luc Kamako, vous voulez revenir sur la crise économique qui frappe actuellement ce pays comme d'autres, ce pays, donc la Tunisie. Oui, bien avant ça, je voulais dire à Samy que ce serait impossible en fait pour les institutions en fait tunisiennes de renoncer ou bien d'annuler cette élection-là. Parce qu'on parle aujourd'hui, on est en face d'un président despote qui a ensemble tous les pouvoirs. Donc, je le disais tout à l'heure, il a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. Donc, je ne vois pas aujourd'hui quelle est cette institution-là qui va aller à l'encontre justement des décisions du président. Parce qu'on l'a dit, il gouverne aussi le pays par décret. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, quand il a nommé un Premier ministre, la première fois où la Tunisie a connu une Premier ministre femme, qui en réalité n'a aucun pouvoir, parce qu'il s'agit justement pour lui d'accompagner le président dans ses, entre guillemets, dans ses bêtises. Maintenant, revenant sur la question de la crise économique, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche à Kais, c'est qu'il n'arrive pas à relancer l'économie tunisienne après Covid-19. C'est d'ailleurs pourquoi il est en discussion actuellement avec le Fonds monétaire international. Justement pour voir si on peut lui glaner quelques prêts. Donc c'est aussi ça la raison fondamentale. Aujourd'hui, si vous voyez la population, même ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a cette pénurie-là, criade-là, de céréales dans le pays. Donc le pays est en souffrance énorme. Et donc c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Kaït, qui est plutôt préoccupé par cette façon-là de faire pour pouvoir concentrer le pouvoir. Donc, c'est vrai qu'on l'a vu à la veille de cette législative-là, inaugurer quelques infrastructures face à Tunis, mais ça révèle, c'est tellement insuffisant que aujourd'hui, on a le droit de le marquer. Maintenant, dire que le peuple tunisien se désinsérait à la politique, moi je dis non, c'est au contraire. Ce peuple a su de près ce qui se passe. La preuve, ils ne sont pas allés voter juste parce qu'ils répondent justement à un appel au boycott de l'opposition. C'est l'opposition qui leur a demandé de boycotter ce scrutin-là qui n'a aucun fondement, un scrutin qui est dénudé de sens. Parce que l'Assemblée ne sera, comme quelqu'un l'a dit, ne sera qu'une caisse d'enregistrement. Et donc vous voyez, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et quand on dans un pays dans un pays arabe, dans un État arabe comme la Tunisie, ça révèle dangereux parce que ces messieurs-là, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et aujourd'hui, ils vont s'en remettre justement à la rue. Ce sont les manifestations qui vont faire partie de Kais Saïd. Et c'est ce que moi je déplore parce que c'est également un recul pour cet État-là. C'est un recul pour ce pays-là et dont le président n'a malheureusement pas
tirer les leçons du printemps arabe. Alors, Joa Komitalake, on chute avec vous quand on entend des Tunisiens qui disent par exemple, le président nous a promis des investissements, il n'a pas tenu ses promesses, il nous a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas tenu. Ça vous dit quoi en tant que journaliste? Mais je trouve que ici, toutes les voies de recours ne devraient pas se situer en bras de fer entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. Je pense que les Tunisiens doivent vraiment privilégier en tout cas le dialogue national et trouver des solutions idoines pour pouvoir apporter une solution appropriée à la crise qu'ils sont en train de traverser. Et ce dialogue, on a l'impression que c'est le président qui refuse. On est tous d'accord que le monde entier a été secoué par une crise. Et à peine quelques mois, la Tunisie qui essaie de revenir sur soi et trouver des voies de solution, si le peuple trouve que non, c'est trop lent et tout, moi je trouve qu'il faut un peu de patience et agir pour qu'on ne tombe pas dans un cercle infernal où on sera toujours tenté de faire changer les présidents par test pour voir si ça va marcher, pour voir si celui-ci va faire. Je trouve que c'est important que nous, peuple africain surtout, nous puissions penser à cela. Nous n'avons pas encore le sens, la démocratie, le niveau de démocratie élevé. Et que nous devons user un peu plus de patience pour permettre donc à nos pays d'avancer. Vous allez voir que même si le président Kais Saïd partait aujourd'hui même et que celui qui viendra au pouvoir, s'il n'arrive pas à résoudre aussi les problèmes qui minent encore le pays, on sera obligé encore de retomber encore dans ce cercle-là. Et je pense que, comme l'a dit lui, ça va forcément amener le pays toujours en arrière et ça ne profitera jamais. Donc, privilégier le dialogue et qu'on puisse mettre en place un gouvernement d'union nationale qui puisse apporter, parce que si l'opposition est prête, en tout cas, à construire le pays avec ceux qui sont au pouvoir, moi je pense que ça sera une voie intéressante pour pouvoir y aller. Je crois que c'est la meilleure façon. Allez, on va quitter donc la Tunisie pour l'Égypte. On reste avec vous, Joa Komitalake. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé vendredi le prêt à l'Égypte de 3 milliards de dollars qui va être annoncé le 27 prochain avec un décaissement immédiat de 347 millions de dollars, a indiqué l'organisation dans un communiqué. Alors il faut dire que ce soutien financier a été accordé en échange d'un programme économique visant à préserver la stabilité macroéconomique, à rétablir les amortissements et ouvrir la voie à une croissance durable, inclusive et tirée par le secteur privé. Et comme je le disais tantôt, vous savez, tous les pays du monde entier, presque, ont été secoués par la crise du Covid-19 et il y a une nécessité de pouvoir chercher des voies et des moyens pour pouvoir donc amortir, sinon relancer les pays. Alors, il faut rappeler aussi que, vous savez, les prêts ou les pays développés sont les pays les plus endettés de la planète. Ça, c'est ce que les pays où nous, les citoyens lambda, dans les pays moins développés ou moins fortunés, nous ne comprenons pas. Aucun pays ne peut se développer en tout cas, sans pouvoir faire des prêts raisonnables. Au même moment, on nous fait croire ça chaque fois, mais ces pays demandent toujours des prêts. On l'a vu récemment avec le Ghana, qui vit une crise économique, mais qui a sollicité l'aide du Fonds monétaire international. Oui, c'est ce que je disais, c'est important, parce que lorsque vous avez ces fonds, qu'est-ce que vous allez en faire avec? Quel est le suivi qui suit ces prêts et quels sont les mécanismes de contrôle qui suit ces prêts. Et c'est ça qui va permettre à chaque pays d'avancer. L'Égypte qui a sollicité ce prêt, je pense qu'ils ont mesuré la nécessité, allant jusqu'à ces fonds-là, pour pouvoir donc relancer leur pays. Et donc le FMI dans son rôle, parce que c'est le rôle même de FMI, venir au secours des pays qui sont membres, pour pouvoir donc en tout cas relancer le pays sur le plan économique. Et donc en faisant partie du FMI, donc le rôle, en tout cas, ce qui est dit dans le texte, c'est que je vais venir à votre secours lorsque vous n'avez pas les moyens d'assurer, en tout cas sur le plan économique, votre pays. Et donc il faut rappeler que l'Égypte... Il y a quelques mois de cela, ou quelques années, a été vraiment secoué et continue toujours de subir quelques pressions économiques et qui ne lui permet vraiment pas de prendre sa place, la place qu'elle avait au sein donc, du Maghreb. Donc ici, il faut rappeler que le prêt en soi n'est pas un problème
prêter n'est pas un problème, mais le mécanisme de contrôle qui suit ces prêts. Et les prêts sont destinés, ce à quoi le prêt est destiné, ce sont les deux canaux qui sont importants pour pouvoir donc valider et donc, le prêt. Sinon, vous allez emprunter, mais vous serez toujours là si la corruption et tout ce qui va avec suit ce prêt. Et vous serez obligé maintenant de rester dans ce cercle-là et tout. Alors, Samir Ouro-Sama, l'Égypte a-t-elle besoin nécessairement de ce prêt pour relancer les aspects de son économie? Exactement. Vous savez, les pays comme l'Égypte qui ont des monnaies locales, qui ne sont pas dans des communautés économiques et monétaires comme par exemple l'UEMOA ou par exemple, je sais pas, la zone euro et tout ça là, qui sont des monnaies bien structurées et tout, ont besoin de l'entrée sur leur économie ou de l'entrée dans leur économie des devises étrangères. Vous savez que l'Égypte est un pays touristique a priori, et la crise qui a secoué, du moins les crises, notamment la crise Covid-19 et après le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine a fait que les touristes ne viennent pas comme avant. Donc il y a un manque à gagner dans ce sens-là. Le domaine également des céréales constitue une préoccupation pour le pays et tout ça là. Donc l'Égypte vit une situation économique assez compliquée, et lorsque vous n'avez pas le contrôle total des opérations commerciales que vous entretenez avec les autres pays, du moins au regard de la faiblesse ou de la valeur de votre monnaie, il est important que dans ces moments difficiles, de faire recours à du financement, à des prêts qui vont venir atténuer l'inflation de votre monnaie et la situation catastrophique ou très difficile de votre économie. Vous savez, les prêts, c'est ce qu'on appelle la dette. C'est la dette, les prêts. Ouais. Donc, le pays s'endette pour des réformes économiques. Le FMI ne prête pas comme ça. Le FMI prête en contrepartie de l'engagement du gouvernement ou de l'État concerné à opérer des réformes. Notamment comme vous l'avez dit, dans le cas de l'Égypte, le pays s'est engagé à mettre en œuvre un programme de réforme économique, de telle sorte que le secteur privé soit un élément capital dans l'éclosion d'une économie durable et qui soit créateur ou créatrice de richesse au niveau de ce pays-là. Donc moi, je pense que ça relance un peu le débat autour de l'accompagnement du Fonds monétaire international, qui a priori n'est pas un problème. Mais après, il faut voir comment est-ce que la gestion se fait, la gestion de la dette, le prêt que cette organisation de Bretton Woods accorde à ces pays-là, comment est-ce que ces prêts-là sont gérés. Donc il faudrait véritablement s'interroger et de voir est-ce que cela va contribuer véritablement à résoudre les problèmes que le pays rencontre. Mais on se rend compte que les pays qui ont des monnaies, leur propre monnaie ou des monnaies locales subissent de plein fouet cette crise liée notamment à la Covid-19, mais beaucoup plus à la crise russo-ukrainienne, et de telle sorte qu'ils sont en train de recourir au Fonds monétaire international pour essayer de les aider. Et il faut aussi le rappeler que lorsque vous avez le soutien du Fonds monétaire international, ça vous ouvre également une autre opportunité, celle de pouvoir profiter de l'accompagnement des partenaires internationaux et régionaux qui ont vraiment des capacités, qui ont également des capacités de financement. À ce niveau, on parle de 14 milliards. 14 milliards, ça ne fera que du bien à l'économie de ce pays-là. Vivement que cela puisse permettre à ce pays de retrouver sa stabilité économique d'antan. C'est ce qui reste à faire ces derniers temps pour ces pays qui traversent des moments difficiles, comme Samir l'a dit tout à l'heure. Vous pensez également que l'Égypte va pouvoir apporter des solutions à ces problèmes à partir de ces prêts? Oui, d'abord, le fait d'arriver à garantir, le fait d'arriver à convaincre le FMI d'un prêt, c'est déjà un avantage, parce que pour avoir ces prêts, il faut remplir certaines conditions. Les prêts, on ne l'accorde pas à tout le monde. Donc, si l'Égypte arrive aujourd'hui à avoir cette somme-là, cette somme-là, je pense que c'est déjà un avantage pour le pays. Et donc, comme les uns les autres l'ont dit, aujourd'hui, c'est pour régler la dette publique. C'est-à-dire, on parle d'augmenter les dépenses sociales.
en mettant en place des réformes structurelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle d'une relance de l'économie égyptienne. C'est-à-dire que on va beaucoup investir dans le privé, et l'argent va beaucoup circuler dans le pays et il y aura de liquidité, quoi. C'est-à-dire que les affaires vont fleurir. Aujourd'hui, l'handicap ou bien l'entorse justement de cette économie égyptienne là, c'est la crise russo-ukrainienne, parce que le pays, on l'a dit, c'est un premier importateur du blé dans le monde. Aujourd'hui, avec la crise, avec la flambée des prix, le pays il est secoué. Il a perdu plus de 40%, plus de 80% des touristes ukrainiens. Donc tout cela aujourd'hui constitue pour le pays un manque à gagner. Donc à un moment donné, il va falloir justement tourner vers les partenaires internationaux. Quelqu'un l'a dit, parce que quand on parle des FMI, ça vous ouvre beaucoup de portes. Beaucoup de partenaires, beaucoup de gens vont vous faire désormais confiance et vous avez la liberté financière. Vous avez une certaine forme de liberté financière. Donc aujourd'hui, je pense que cette annonce-là ou bien ce prêt-là ne peut que faire du bien à l'Égypte qui justement pense à relancer son économie après Covid-19. Alors oui, je vois comme Talaké, vous pensez, hein, c'est la même question. L'Égypte va pouvoir résoudre tous ces problèmes. Tout à l'heure, Samy a touché des aspects très intéressants. L'Égypte, c'est un pays de tourisme. Les gens ne viennent pas compte tenu de la crise qui a eu lieu due au Covid-19 et également à la guerre en Ukraine. C'est devenu une situation un peu plus difficile pour ce pays. Quel secteur, selon vous, financer finalement pour relever l'économie égyptienne? Oui, je pense que l'idéal ici est de penser à tous les secteurs, parce que l'Égypte, ce pays a un immense territoire qui lui permet de financer tous les domaines d'activité, commençant par l'agriculture. Et donc ça permettra ce prêt permettra à ce pays de ne pas avoir que confiance en son tourisme. On sait que c'est un pays à valeur touristique, mais de diversifier les sources de revenus du pays. Et ainsi, l'assiette de l'État serait un peu plus large par rapport à ce que nous avons communément appelé le tourisme, qui ne fait que rentrer. Alors, à cause de la crise, on comprend maintenant que tous les pays doivent repenser leur politique de recettes, à l'instar de l'Égypte, qui a fait tout pour pouvoir obtenir ce prêt que nous saluons de passage. Alors ici, si l'Égypte, je le dis toujours, parce que pour moi, c'est très important. Parce que si vous faites des prêts que vous n'êtes pas préparé à recevoir, vous risquez de pouvoir sombrer votre pays. Parce que 3 milliards, c'est sur le dos de l'Égypte, c'est sur le dos des petits-filles égyptiens, c'est sur le dos des fils égyptiens. Alors ce prêt devrait constituer, je ne sais pas, devrait être en tout cas considéré comme du feu entre les mains de l'Égypte et agir avec ce prêt, agir avec beaucoup plus de flexibilité et de tactité. Si cela n'est pas fait ainsi, vous allez voir qu'en 5 ans ou en 10 ans, ce prêt va peser sur l'économie et on risquera simplement, par le fait de la mauvaise gestion, et on risquera de voir cette Égypte-là reculer en arrière et on risque de faire sombrer le pays ainsi. Le prêt, c'est bien, mais il faut le contrôle qui va suivre ces prêts, parce que le contrôle que vous avez, ce qu'on vous a demandé auprès de FMI pour que le prêt soit possible, il faudrait aussi que, après avoir fait le prêt, il faut aussi des contrôles qui vous permettront donc de pouvoir faire avancer le pays à travers la gestion probante de ces fonds que vous avez. Vous mettez plus l'accent sur le suivi. Est-ce que, Samy Ouro-Sama, avant de vous retrouver, est-ce que la gestion du président Abdel Fattah al-Sisi vous inspire confiance? Je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir dans des circonstances que vous-même vous connaissez. Et sur le plan de renforcement de l'état de droit, l'Égypte n'est pas un exemple dans le monde arabe, même si lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait tout et tout pour inspirer ou pour mettre en confiance le peuple égyptien, avec son engagement à véritablement renforcer l'économie de ce pays.
Et vous savez, n'eût été la question de la crise Covid-19 ou la crise russo-ukrainienne, je pense que l'Égypte se porterait beaucoup plus mieux aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ce qui est rentré en jeu, comme je l'ai dit, avoir sa propre monnaie implique beaucoup d'éléments. Vous savez, avec tous ces événements qui sont survenus au plan international, l'Égypte a dû dévaluer sa monnaie. Sa monnaie a perdu de la valeur. Donc, pour pouvoir rehausser le niveau de la monnaie, il faut qu'il y ait des devises étrangères qui rentrent, notamment le dollar. Donc, je pense que ce prêt va également stabiliser la monnaie égyptienne, qui est une monnaie locale, et va permettre à ce que l'Égypte puisse investir cet argent-là dans le secteur privé. Parce que quand vous avez des pays où l'économie est portée par le secteur privé, c'est quand même intéressant, puisque le développement, il est durable. Il est durable parce que ça crée de l'emploi, ça crée des activités, ça crée des entreprises, et on aura des groupes des groupes d'entreprises ou des entrepreneurs ou des opérateurs économiques assez solides, puissants, qui ont véritablement ou participent véritablement à l'animation de la vie économique. Moi, ce que je voudrais rassurer, c'est que nous avons en Égypte des institutions qui fonctionnent et qui permettent à ce que l'Égypte puisse véritablement assurer la gestion de cette dette-là. Donc, je pense que le FMI, en accordant le prêt à l'Égypte, a également analysé tous les aspects possibles. Comme lui l'a dit, le FMI accorde un prêt à un pays qu'après une longue période de négociation, avec une longue période d'analyse des différentes étapes, des documents à fournir par l'État et tout ça là. Et à la fin, comme on l'a dit, c'est le conseil d'administration qui a décidé l'octroi de ce prêt-là avec un décaissement immédiat, je pense, de 397 millions de dollars sur 49. Je pense que le prêt, c'est sur 49 mois. Donc, si le FMI est satisfait avec tout ce qu'on connaît comme obligation, comme exigence au sein de cette institution de Bretton Woods, je pense qu'on peut faire confiance aux autorités égyptiennes qu'ils sont en mesure aujourd'hui de gérer cette dette-là, d'utiliser de façon rationnelle et efficace le prêt qui a été accordé à l'Égypte. Vous avez voulu glisser quelque chose. Ce que je voulais dire sur le suivi, je pense que ça sera fait des deux niveaux, aussi au niveau de l'État égyptien qu'au niveau de FMI même, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus la période de la manne est révolue. FMI ne va pas, en fait, accorder 3 milliards de dollars à l'Égypte et va aller se dormir sous ses lauriers. Il va avoir un œil regardant sur la gestion de ces fonds-là, parce qu'avant que le prêt même ne soit accordé, il y a un programme qui est défini. On parle de cadre de mécanisme de crédit élargi. Ça veut dire qu'il y a un programme, c'est-à-dire que l'argent, ce à quoi l'argent est destiné, FMI le sait. Et donc, le contrôle sera justement assez sur à ce niveau-là. Maintenant... Et il y a également des contrôles réguliers que le FMI va effectuer dans ce pays-là. On va faire, parce qu'on ne va pas seulement injecter 3 milliards comme ça et de jour au lendemain dire que... on vous gracie, on annule nos dettes. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sent de la transparence parce que les autorités égyptiennes ont décliné un agenda. Ils ont dit comment est-ce que ces fonds-là vont être utilisés. C'est vrai que ces 3 milliards ne seront pas décaissés tout d'un coup. Ils seront faits à compte, c'est-à-dire que le fonds, l'Égypte va bénéficier de ce fonds-là pendant 46 mois. Donc ça veut dire que le décaissement se fera à chaque fois qu'il y aura besoin. Il ne s'agira pas d'aller prendre les 3 milliards, qui vont peut-être rentrer dans les poches d'une seule personne. Parce qu'on le dit, parce qu'on le remarque souvent en Afrique, ce qui se passe, c'est que quand ces genres de projets arrivent, il y a des gens qui sont dans leur bureau et qui attendent et qui dilapident les fonds. Donc c'est pour cela que il y a tout ce paramètre-là qui est pris en compte, il y a tous ces aspects-là qui sont pris en compte avant que l'argent même ne soit décaissé. Donc c'est pour ça que je dis que le suivi, il sera fait des deux niveaux, au niveau de l'État égyptien et au niveau du FMI même. D'une manière générale, surtout sur le plan africain, Joao Komitalake, on voit ces derniers temps le FMI venir, si on peut le dire, comme soutien à certains pays. Le Ghana, on en a parlé la semaine écoulée, qui a bénéficié finalement du soutien du FMI. Et pourtant, le président Nana Akufo-Addo avait dit qu'il n'avait pas besoin de cela. Oui, parce que en réalité, l'Afrique tout entière devrait arriver à un moment où, vous savez, centraliser sa banque, avoir une banque centrale africaine,
où nous n'aurons pas besoin forcément d'une institution internationale pour pouvoir financer nos propres actions. Et je pense que si on n'est pas arrivé à ce niveau, c'est déplorable. Et puis je vais vous donner un exemple très précis. Vous savez, ce que le Ghana a fait, c'était un départ pour l'autonomie financière d'un pays comme le Ghana. Mais le revers de la médaille que le Ghana a présenté au monde entier, c'est que l'Afrique ou le Ghana est un pays incapable de s'autofinancer. Et c'est un message qu'il s'est lancé automatiquement à tous les pays, à tout le monde et à tous les partenaires. Alors, revenir sur ces paroles est une preuve d'une incapacité notoire qu'il faut tout de suite essayer d'en revoir. Alors, moi, personnellement, je me trouve déjà, je me dis que pourquoi tous ces pays, nos pays africains, ne peuvent pas avoir en notre enceinte une banque à caractère africaine qui puisse vraiment financer toutes les activités africaines et qui puisse faire avancer l'Afrique elle-même. Et donc, je pense que la question, elle est ouverte et cela dépendra peut-être aussi de la volonté politique et de la volonté de ceux qui sont aux commandes de nos États. Oui, pour ajouter quelques mots à ce qu'il a dit, ce qu'il faudrait rappeler, les circonstances dans lesquelles le Ghana avait demandé au FMI de partir, parce que les signaux étaient ouverts, tout allait bien. Et patatri patatra, la crise Covid est arrivée. Après, nous avons vu la guerre. Alors que je vous ai dit, le Ghana a sa propre monnaie. Donc, il y a encore une question de monnaie. Voilà, le Ghana a sa propre monnaie. Le Ghana n'est pas une grande puissance économique. Donc, ce sont des monnaies qui dépendent des monnaies étrangères. Donc, plus votre monnaie va connaître une dévaluation, plus votre monnaie va perdre de la valeur et n'aura pas véritablement de valeur sur le plan commercial à l'international. Donc, dans ces moments-là, vous avez besoin de l'accompagnement. C'est vrai ce qu'il a dit, mais une banque africaine, nous n'avons pas une monnaie commune. Ça va être très compliqué. Je pense que l'idée, c'est d'aller vers une monnaie commune d'abord et ensuite veiller à ce qu'il y ait des institutions qui, véritablement, comme il l'a dit, puissent accompagner nos États lorsque ces pays rencontrent des difficultés comme ça. Donc, le grand défi, c'est d'aller vers ces monnaies-là. Mais en attendant, je pense qu'on a besoin de ces institutions de Bretton Woods qui sont véritablement arrimées sur des monnaies internationaux reconnues. Le dollar, c'est véritablement une monnaie commerciale. Et quoi encore? L'euro, c'est véritablement une monnaie commerciale. Nous avons des monnaies locales, des monnaies qui ne couvrent que quelques superficies. Le Ghana, c'est combien? C'est à peine... je pense à peine 30 000 en allant, kilomètres carrés et tout. Donc, c'est vraiment des micro-États comparés à des grands États, à des grandes nations, à des grands États qui utilisent par exemple le dollar. Les États-Unis, c'est vraiment une grande... Et puis, c'est une grande puissance économique également. Donc, en attendant, je pense que le Ghana a voulu essayer, ça n'a pas marché. Il faut en tirer les leçons et faire davantage. Moi, j'apprécie cela, le courage du Ghana. C'est à féliciter par rapport aux différents efforts qu'ils ont fait sur ce plan-là. Ça permet véritablement de voir qu'est-ce qu'il faudrait dorénavant faire pour prendre en compte les différents aléas qui vont survenir et tout ça là. Et je pense qu'il faut croire à l'Afrique que si nous arrivons à avoir une monnaie commune, nous aurons également des institutions communes qui vont permettre de nous sortir de ces situations-là que nous connaissons aujourd'hui. Allez, il faut rappeler, il faut dire à Samir que, vous savez, lorsque vous êtes, je suis en Centrafrique, au Ghana ou au Nigeria, je peux tout de suite avoir de l'argent à travers un transfert monétaire. Et donc, en économie, si réellement un Togolais peut envoyer 100 000 francs à un Nigérien qui peut prendre cet argent en Naira, c'est possible d'avoir une banque qui puisse coordonner tous ces pays. C'est très important de le rappeler. C'est très important pour l'Afrique. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve juste après.